Nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Philippe Chaperel de Lille, qui est un membre très important de l'anesthésie-réanimation et qui est aussi un ami. Voilà, on va lui demander tout d'abord qu'il nous présente un petit peu ce qu'il a fait à Lille pour voir au point de vue local où on en est. Bien, donc à Lille, j'y ai fait toute ma formation, qui était orientée au départ vers la cardiologie, puis la pneumologie et la réanimation médicale. J'ai été chef de clinique en réanimation médicale pendant 4 ans, avant de m'apercevoir que j'étais dans un cul-de-sac. Et qu'à la même époque, Madame Lager, Corsin, quittait ses fonctions. Je suis allé la voir et je lui ai proposé de me recycler, je dirais, dans l'anesthésie-réanimation. Elle m'a dit oui, d'accord, à condition que vous passiez l'examen du CES. Bon, j'ai quand même fait remarquer que c'était un peu tardif pour moi de repartir à zéro en anesthésie, et je lui ai proposé de venir me former à l'anesthésie-réanimation, ici même, chez Pierre Viars, où j'ai passé 1 an en allant dans tous les services, tous les blocs opératoires, sauf la réanimation. Donc j'ai fait que de l'anesthésie. Alors de retour à Lille, eh bien, on m'attendait tout ce peu pour prendre en charge le département d'anesthésie. Et donc, j'ai été nommé professeur assez rapidement, je dirais même très rapidement, parce que je n'étais pas encore anesthésiste. Je dois le dire, c'est un peu curieux, mais j'avais l'épreuve de titre et travaux qui était conséquente, puisque avant à Lille, j'avais fait de la recherche en biochimie et j'avais une 50aine de publications dans les revues internationales de biochimie. Donc, au niveau de l'agrégation, ça s'est fort bien passé. Mon épreuve de titre les a satisfaits et je leur ai dit que je devais être anesthésiste sous peu, puisque j'avais envoyé mon dossier au ministère. Et là, il y a eu une petite erreur, parce qu'ils ont considéré que j'étais à la fois cardiologue et que de ce fait, je ne pouvais pas, étant donné que l'exercice est spécialité. Et donc, alors que j'avais promis au jury de leur apporter quasiment mon titre d'anesthésiste, mais je n'ai pas pu le faire. Donc j'ai été nommé professeur d'anesthésie-réanimation sans être diplômé. J'ai donc ensuite, à l'instigation de Wurch notamment, été considéré comme qualifié par le Conseil de l'Ordre. Et c'est comme ça que je suis devenu anesthésiste. Alors le département, j'ai rejoint Madame Crivosi-Corbert, qui était venue de Strasbourg, et tout était à faire. Tout était à faire, il n'y avait rien. Il y avait de temps en temps un électrocardiogramme par bloc opératoire. Il n'y avait pas de salle de réveil, on réveillait encore les malades dans les couloirs, quand ils voulaient bien se réveiller. Et puis donc il a fallu tout faire. Les salles de réveil, puis les soins intensifs, puis j'ai créé également un service de réanimation chirurgicale à l'hôpital Hurier. Puis il y a eu donc les consultations d'anesthésie qu'il a fallu mettre en route. Et j'ai également créé une consultation de la douleur qui marche encore toujours très bien maintenant et qui a complété, je dirais, l'aspect analgésie de notre spécialité. Alors, disons qu'à Lille, toute ma carrière d'anesthésiste réanimateur là,
Et je me suis orienté vers l'ASFAR à ce moment-là. Donc, à peu près à la même époque également, j'ai été élu au CNU, la section d'anesthésie et réanimation, avec Jean-Marie Desbons d'abord, puis ensuite comme président de la sous-section. Mais j'étais donc à l'ASFAR. N'aurais pas dû être président tout de suite d'ailleurs. C'était Georges François qui devait être président. Et puis au moment où il devait l'être, il m'a dit non, j'ai pas envie. Et il s'est désisté, et donc on m'a proposé à ce moment-là de succéder à Bernard Dugré. Et pendant cette période de l'ASFAR, ça a été une période très intensive. Oui, là, bon, il y avait toute une équipe avec Jean-Marc Desbons, mais également au TENI, où on a commencé à la demande de l'ours une étude sur les accidents d'anesthésie. Et puis ensuite, on a repris cette thématique pour l'approfondir. Et finalement, l'approfondir dans le cadre du CEPHAR, avec une enquête nationale, des documents à remplir qui étaient à faire pour tous les malades. Et donc c'était un énorme travail, mais qui a débouché grâce à l'aide de l'INED et comme anesthésiste de Sylvia Pontonne. Donc on a pu mener à bien ce travail qui aurait dû nous permettre d'alerter et de faire bouger les autorités ministérielles, parce qu'il a été démontré également dans un travail qu'on allait manquer d'anesthésistes. C'était devenu quelque chose d'évident. Donc c'était l'époque où on faisait les recommandations. Et on a, notamment avec Jean-Claude Teny, travaillé beaucoup sur ces recommandations, également avec Jean-Marie Desbons, et puis d'autres, Marie-Claire, qui ont abordé successivement tous les aspects de la profession. Et les premières recommandations, d'ailleurs, n'ont pas plu à tout le monde. Et je me souviens que Linard avait convoqué la presse pour dire que les anesthésistes étaient complètement idiots, qu'ils allaient se donner des verges pour se faire battre, et que nous voyions surtout l'amélioration de la qualité des soins, mais lui n'avait pas vu du tout sous cet angle-là. Donc on a continué des recommandations qui ont poursuivi également après que je sois devenu président de l'ASFAR. Et après avoir été président de l'ASFAR, je suis resté quand même dans la tradition, en créant, avec Jean-Marie Desbons, là, le Collège français des anesthésistes réanimateurs. Il me semblait qu'il y avait en effet deux manques. Un premier manque était l'unité de la discipline. Et il y avait quasiment un fossé entre les enseignants, les membres de l'ASFAR et les syndicats. Et l'idée était de regrouper tout le monde au sein du collège et de faire en sorte qu'on puisse se parler et faire les choses ensemble. Et le but essentiel du collège, c'était de préparer la formation médicale continue. Ça a été l'objectif. Et ça n'a pas été non plus très bien perçu par certains, qui ont cru qu'on voulait faire ombrage à l'ASFAR, ce qui n'était pas du tout le cas, bien entendu. Et un peu à la fois, donc on a développé, dans le cadre du collège, la formation continue, qui maintenant est complètement structurée et qui est l'objectif principal et maintenant essentiel du collège. Et je pense que là, ça a été un apport considérable. Donc, les deux apports du collège, à mon sens, ça a été l'unité de la discipline et d'autre part la formation continue. Oui, parce qu'on voit les syndicats étaient très présents à une époque, puisqu'il y avait le comité tripartite pour organiser les congrès. Et
Et après, les syndicats se sont séparés un peu de l'ASFAR. Oui. Et c'est que le collège n'est revenu qu'à ce moment-là, pour revenir et qu'on ait aussi bien les privés, le public et les universitaires. Oui. Et là, à partir du moment où s'orienter vers la formation continue, il était essentiel que les syndicats soient partie prenante. Parce que c'était quand même toute la... Il y avait aussi bien d'ailleurs les non-professeurs, il y a eu également le collège des enseignants qui rejoint le collège. C'était véritablement un ensemble. Et ça a été, je crois, très profitable. Et après l'ASFAR, tu es parti vers l'Europe et l'enseignement européen. Oui. En fait, le point de départ, c'est le professeur Spierdijk de Leiden, avec le professeur Angriff d'Anvers et Maurice Lamy, donc les Belges et les Hollandais, sont venus me voir en me demandant Philippe, est-ce que ça t'intéresserait de faire des cours identiques en France, et à Lille en particulier. Donc Lille devait commencer. Et j'ai dû leur expliquer qu'en fait, en France, c'était l'université, la faculté, qui organisait l'enseignement de l'anesthésie-réanimation. Car les cours que faisaient les Hollandais, notamment, étaient des cours de formation initiale, qui incluaient d'ailleurs la pharmacologie, la physiologie et la clinique. Et donc j'aurais dit, bon, nous, si on veut participer à ça, il faut le mettre dans une optique de formation continue. Et on dit, d'accord. Donc on a commencé à Lille, un centre qui a été commun avec les anesthésistes de Liège, avec Maurice Lamy. Et donc on était moitié belge, moitié français. Et c'était très intéressant parce qu'on confrontait des visions, des façons de faire qui étaient très différentes à quelques kilomètres de part et d'autre de la frontière. Et puis ensuite, on a trouvé que ça marchait vraiment très bien, que ça avait beaucoup de succès. Donc j'ai commencé la boule de neige en allant voir les collègues, et en particulier donc Marie-Claire Laxener, Othénie, et c'est là que le centre de l'Est, Lorraine, Alsace-Lorraine, s'est mis en route. Et puis, toutes les villes de France, les unes après les autres, je les ai un petit peu circonvenues pour mettre en route des cours. Et donc, en France, on a eu à peu près 9 centres qui ont fonctionné, et certains fonctionnent encore, puisque la Fondation européenne d'enseignement en anesthésiologie a poursuivi son extension. D'abord en dehors de l'Europe, en Europe tout d'abord. Et notamment dans des pays comme l'Espagne, où il y a eu très rapidement plusieurs centres. Et puis ensuite, il m'est apparu que si les pays qui avaient déjà des formations continues, comme l'Angleterre ou l'Allemagne, n'étaient pas un lieu propice pour développer les cours de la fondation, en revanche, tous les pays de l'Est, notamment, avaient un besoin crucial de formation. Et là, on a commencé à s'implanter dans différents pays. Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, etc. Et on a même passé, comme le rideau de fer a eu la bonne idée de disparaître, j'ai rencontré les collègues russes, et en particulier Konstantin Lebedinsky de Saint-Pétersbourg, qui s'est passionné aussi, s'est enthousiasmé pour ça, et qui a donc créé un centre à Saint-Pétersbourg. Puis, chez ses collègues russes, on a 9 centres de fondation européenne en Russie. Je ne sais pas si actuellement le camarade Poutine accepterait volontiers l'appellation européenne sur les cours qu'on donnait à l'époque, mais qui a été parfaitement acceptée par nos collègues. Et de là, on a été même un peu plus loin, dans des pays
comme l'Ouzbékistan, par exemple, qui ont deux centres, un à Tachkent et un à Samarcande. Et tout cela a été absolument indispensable. Les pays baltes également, Lettonie, Lituanie, Estonie, ont été également partie prenante. Et ce que j'ai constaté, sans aucune forfanterie, c'est que la présence de centres de la Fondation européenne dans ces pays qui n'avaient pas ni de formation continue, et souvent une formation initiale très rudimentaire, ça a transformé radicalement les choses. Et donc on est allé même plus loin après, on est allé en Amérique du Sud, on a eu 4-5 centres au Mexique, en Argentine, en Asie. Il y a des pays qui sont aussi très implantés. Le Népal, par exemple, il y a un centre à Katmandou, qui fonctionne toujours d'ailleurs, et là qui a été le point de départ d'une formation de l'anesthésie au Népal. En Indonésie, on avait commencé à Jakarta, et puis ça s'est étendu dans le reste du pays. Là, c'était la société de Jakarta souhaitait vraiment se servir du modèle et adopter le modèle dans une dizaine de villes également. Donc, est arrivé un moment où on dépassait la centaine de centres. Et j'étais toujours un petit peu le seul à devoir tout porter sur les épaules. Et donc, à cette même époque, il y a eu la création de l'ESA, European Society of Anesthesiology, qui était le résultat d'une fusion de l'Académie européenne, d'une fusion de la CENSA, c'est-à-dire la branche européenne de la World Federation, dont j'étais le président à l'époque. Et donc, on a considéré que c'était une stupidité d'avoir plusieurs sociétés européennes qui se tirent des bourres, qui se critiquent mutuellement. Et après moult difficultés, parce que ça n'a pas été simple du tout, il y avait des gens qui étaient farouchement hostiles, comme la mafia de Bristol, avec Zohrab, etc., et qui ne voulaient pas entendre parler de faire détricoter l'Académie européenne. Et puis d'autres, en Allemagne notamment, qui étaient assez hostiles. Mais donc avec Hugo Van Aken, qui à ce moment-là dirigeait l'ESA, la CENSA, l'Académie, avec Dan Lundberg, on a réussi à fusionner le tout. Et donc à changer le nom de European Society of Anesthesiologists en Anesthésiologie. Et donc, 2 ans plus tard, voyant que ça prenait bonne tournure, qu'on trouvait notre place, j'ai proposé que la FEA, la Fondation européenne, devienne un comité de l'ESA. C'est tenu le CEA. Et donc, on a continué avec des élections. On était avec une certaine autonomie. Les responsables des centres étaient toujours nommés de la même façon, par cooptation. Le responsable de la CEA était élu uniquement par les membres du CEA et non pas par l'ESA. Parce qu'on tenait beaucoup à une certaine indépendance qu'on a conservée. Et donc actuellement, ça continue à travers le CEA. Voilà. Mais Lassner avait constitué une société européenne. Comment ça s'est passé avec lui? Alors, au départ, il avait évoqué cela, et en fait, ça
il a eu aussi beaucoup de problèmes, notamment avec la World Federation, qui voyait un assez mauvais œil la chose. Et puis ensuite, il a été à l'origine de l'Académie, car la première réunion constitutive a eu lieu à Paris. Et donc, il faisait ensuite des réunions près de Sarlat, où il invitait un certain nombre de gens à discuter. C'était très élitiste. C'était très élitiste. Il y avait les Anglais, il y avait aussi quelques Allemands, et avec quelques Français. On n'était pas nombreux à y avoir été invités. Mais donc j'étais au Paluel, près de Sarlat, dans sa magnifique maison, là, où on avait une espèce de symposium, qui était généralement bien intéressant quand même. Alors, après ça... D'après ce que j'ai compris, l'ESA a démocratisé cette société. L'Académie est une société élue, et l'ESA a permis à tous les anesthésistes européens de... Absolument. Donc, à l'origine de l'ESA, c'était Pierre Vias. Oui. Pierre Vias, un jour, m'en parle, dit voilà, j'ai envie de créer une société européenne d'anesthésiologistes, notamment avec les Belges, qui étaient partie prenante également. Et moi, j'étais membre de l'Académie, du Sénat de l'Académie. Donc ça me gênait beaucoup parce qu'il y avait un antagonisme bien connu entre Lassner et Pierre Vias, qui remontait à l'époque de la rue Saint-Maur, où quand il y avait des réunions, il y avait des discussions acharnées entre Lassner et Viard, qui s'envoyaient des vannes à travers tout. Et donc, j'avais dit à Viard, écoute, c'est une bonne idée, mais il y a l'Académie, et si tu es d'accord, avec Jean-Claude Detteny, qui était aussi membre de l'Académie, on va essayer de les convaincre de rejoindre l'ESA. Alors on a essayé. Mais alors là, avec des gens comme Vickers, Zoram, etc., c'était perdu d'avance, puisqu'il y avait un antagonisme très fort à l'époque. Donc au bout d'un an, je suis retourné vers Pierre Viard, je lui ai dit, tu sais, on n'y arrive pas. Il dit, bah, si c'est comme ça, je commence, j'y vais. Et donc il aura fallu 12 ans entre la création de l'ESA et la réunification au sein de la nouvelle ESA, 12 ans pour parvenir à le faire. Et je pense que ça a été une très bonne chose. Et d'ailleurs, le premier président de la nouvelle ESA était quelqu'un de l'Académie, c'était Peter Simpson, qui a été élu président de la nouvelle ESA. L'UMS, j'ai été amené à représenter la France. Donc c'était des représentants des différents pays qui se réunissaient à peu près régulièrement, mais les réunions représentaient généralement entre 4 et 6 personnes. Et donc, là aussi, un jour, quelqu'un devait être nommé président. Il y avait un renouvellement, et ce quelqu'un n'est pas venu. Il était absent. Alors les autres se sont tournés vers moi en disant « Philippe, tu voudrais pas ?» Je n'étais pas préparé du tout à prendre ça. Mais une fois que j'ai eu accepté, je me suis dit, si on veut vraiment représenter donc l'anesthésie en tant que, je dirais, dans le cadre des anesthésies au niveau européen. Il y avait les différents, c'était l'Union européenne de médecine spécialisée. Je me suis dit, il faut faire venir les gens. Ce n'est pas la peine de rester en petit comité comme ça. Et quand moi j'ai terminé mon mandat de président, on était 36 pays, 36 personnes en réunion. Et donc,
au cours de ce mandat, j'ai également créé European Board of Anesthesiology, le l'EBA. L'EBA qui était donc pour représenter, et parce que chacune des disciplines allait évoluer dans ce sens-là. Et j'ai constaté par la suite que l'EBA est devenue extrêmement influente et importante, au point que quand l'ESA parlait dans les congrès annuels, il était fait référence en permanence à l'EBA, qui avait pris une ampleur considérable, en reconnaissance des diplômes notamment. Donc là, je dois dire que c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup tenu à cœur. Et qui nous a fait aussi un congrès exceptionnel, le congrès mondial, qui a demandé un travail colossal, 4 ans plus tard. Et une très belle exposition. Une très belle exposition de matériel médical, d'histoire de la médecine. Oui, donc j'ai représenté également la France à la World Federation. Le précédent représentant français était Jean-Marie Desmonts, et lorsqu'il a quitté, il m'a demandé donc de représenter la France. Et je dois dire que la France, l'anesthésie-réanimation en particulier, mais la France en général, a un souverain mépris des étrangers. Et en particulier, toutes les organisations étrangères sont plus ou moins boycottées par les Français. Et certains pays ont pendant longtemps été considérés comme des minus abens. L'Italie, l'Espagne, c'est des gens, bon, on ne voit pas ce qu'on aurait été faire avec eux, parce que c'était nul, et nous on était beaux, on avait des particularités, d'abord on faisait de la réanimation, mais on ne voyait pas très bien ce qu'on pourrait aller faire, et rien que le fait de devoir payer une cotisation à la World Federation, j'avais l'impression qu'on arrachait une côte tous les ans au trésorier d'ASFA, qui d'ailleurs comptait le nombre de membres de l'ASFA très en deçà de ce qu'il était. C'est-à-dire on était à moins de 1000 membres alors qu'on était passé à 6000 et plus. Et puis donc, je dirais que la World, c'était aussi quelque chose qui avait une réputation au point de vue des anesthésistes français qui ne voyaient que par les Américains. Les Américains, il fallait aller à l'ASA. Alors tous les ans, heureusement qu'il y avait les laboratoires pour payer, il y avait des cohortes de Français qui allaient à l'ASA. Et en revanche, il y avait un certain nombre d'Américains qui venaient participer au JEPU. Quand Viard s'invitait, jusqu'au jour où les orateurs français avaient monté considérablement leur niveau, d'une part, et que d'autre part, Viard a considéré que c'était moins cher de payer un ticket de métro plutôt que de payer des billets d'avion. Certains disaient qu'ils voulaient essayer le Concorde, mais pas tout seul, ils voulaient le faire en famille. Donc ça a découragé quelque peu. Et vous avez peut-être remarqué qu'à partir d'un certain moment, le nombre d'orateurs américains a chuté de façon drastique et le nombre de Français a augmenté. Alors, j'ai souhaité qu'on puisse, on n'avait jamais eu le congrès de la mondiale à Paris. Je pensais l'avoir en 2000. Mais en fait, il y a une tournante entre les continents. Et ce n'était pas le tour de l'Europe, c'était le tour de l'Amérique. Et donc en 2000, ça a été au Canada. Mais j'avais donc posé la candidature de la France, c'était 8 ans avant, et on avait de haute lutte remporté le congrès pour 2004. Et donc en 2004, il a fallu s'y préparer. Donc on avait la chance de faire les congrès d'ASFA au Palais des Congrès. Je veux dire, là, c'était un tournant
que j'ai pris aussi quand j'étais président de la SFAR. Puisque auparavant, les congrès se faisaient en province à tour de rôle. Et le dernier congrès en province était le congrès de Lille. Oui. Hein? Et après, Pierre Vilas a été à l'origine en disant on ne peut plus continuer comme ça, il faut qu'il y ait un comité scientifique qui établisse les programmes, que ce soit à Paris, et ça a été à Paris tous les 2 ans au départ. Et c'était à la fac des Saints-Pères. Et les premières années, il y a eu 600 puis 800 participants. Et c'était pas très reluisant. Et là, quand je suis devenu président de la SFAR, j'avais dit, bon, il faut partir de là. Il faut aller au Palais des Congrès. Qu'est-ce que je n'avais pas dit là? Certains m'ont sauté sur le poil, si je puis dire, en me disant, mais c'est de la folie, ça coûte énormément d'argent, ça va être un fiasco, on va faire couler la SFAR. J'ai tenu bon, et les quelques laboratoires qui venaient rue des Saints-Pères se sont mués en un nombre considérable de laboratoires qui étaient ravis de venir au Palais des Congrès. Et donc, à partir de là, le congrès a eu lieu de façon annuelle au Palais des Congrès. Et je crois que c'est là que ça s'est développé. On est passé très vite au milieu, à 5000 et plus. Donc, c'était, je crois, la bonne option. Mais je sais... Alors, c'est d'ailleurs les mêmes, curieusement, qui se sont opposés au congrès de la World Federation. Je ne vais pas donner de nom. Mais ça m'est resté en travers du godet quand même. Surtout que lorsque le congrès s'est terminé et qu'il s'est avéré être un succès considérable, les mêmes sont venus dire « Ah, on a quand même réussi, hein, on a fait un beau congrès ». Alors je dois dire que je n'ai pas la mémoire courte et que je m'en souvenais quand même de ce qui avait été dit et fait. Et fait. Parce qu'on m'a glissé un certain nombre de pots de banane considérables. J'ai eu la chance de faire cette préparation avec comme président Michel Pineau, qui m'a soutenu de façon considérable pendant toute la préparation. Je n'aurais certainement pas eu le même soutien de celui qui lui a succédé. Bon. Donc ce congrès, je veux dire, était un succès et on l'a fait à faible coût. J'avais mission de la World Federation de ramener de l'argent. Et le congrès précédent au Canada, avec une certaine voracité du fisc canadien, a été un fiasco complet au point de vue financier. Donc la World, qui ne vivait que de l'argent récolté pendant les congrès mondiaux, était quasiment dans le rouge. Donc ils m'ont dit, il faut vraiment faire ça à l'économie. Par ailleurs, la SFAR, j'avais obtenu pour la SFAR un partage 50-50, ce qui était habituel, en tout. Et donc, lorsque le budget global du Congrès a été de 6 millions d'euros, le bénéfice a été de 2 millions d'euros, partagé 1 million à la SFAR, 1 million pour la World Federation. Je veux dire que le successeur à l'époque, à qui j'avais suggéré de faire une espèce de, pas de fondation, mais de faire des bourses pour les orateurs, pour les études. À partir de cet argent, donc le garder pour des bourses, a préféré faire une revue sur du papier superbe, avec la couleur magnifique, mais qui n'a quand même pas duré énormément longtemps. Non. Mais qui a englouti pratiquement le million que j'avais obtenu pour la SFAR. Non, mais il y a quand même eu plus de 13 000 participants. Oui, il n'y en avait jamais eu. 12 000, parce que je vais, là aussi, du fait de la pression de certains, ils ne voulaient pas perdre le congrès de la SFAR, cette année-là, en 2004.
Alors j'avais suggéré de faire une journée soir, pour oui. commencer le congrès. Et donc, c'était uniquement réservé à la soir avant le début du congrès. Mais ils ont quand même pensé qu'il fallait refaire quelque chose en septembre. Ce qui n'était pas... C'était un petit peu découragé les gens qui avaient participé, mais ça a eu lieu quand même. Voilà. Ah, oui. Moi, je me rappelle de ce congrès, c'était exceptionnel. Et puis, la visite au Louvre, hein, Ouais. ça a plu beaucoup aux étrangers. Hein. Oui. On était dans la soirée au Louvre. Donc c'était une soirée avec un buffet qui a été sous la pyramide, Sous la pyramide. avec une sélection de vins de Bordeaux qui avait été faite par nos collègues bordelais et qui était de très haut niveau. C'est très haut niveau. Et les gens donc pouvaient visiter le Louvre à leur gré. Donc il y avait des guides dans les salles, mais ce n'étaient pas des groupes emmenés par des guides. Les guides étaient là simplement pour répondre aux questions et aider ceux qu'ils souhaitaient. Hein. Et donc ça a été très aimé. Très apprécié également le concert d'orgue à Notre-Dame. Moi ça m'a marqué. On est arrivé là à Notre-Dame qui était pleine, complète, à la tombée du jour. Donc il y avait encore le soleil qui illuminait les vitraux quand on est arrivé, et peu à peu l'obscurité s'est faite. Et le concert a eu lieu dans une semi-pénombre. Et ce concert a été magnifique. Et tous ceux qui m'en ont parlé après, prouvent qu'ils en ont vraiment beaucoup aimé. Alors il y a eu quelque chose qui a été très apprécié aussi, c'est l'exposition d'histoire de la médecine que tu as organisée avec Horst Stöckel et David Wilkinson qui ont apporté des objets de leur collection particulière de la Société anglaise d'anesthésie et réanimation. Et je crois que ça a été très apprécié également, des objets magnifiques qui ont été présentés. Oui, mais ça a été possible parce que tu nous as aidés. Parce que le club ne pouvait pas financer tout ça. Oui, oui, mais j'ai trouvé que ça c'était quand même un investissement extrêmement intéressant et qui a montré effectivement tout son intérêt. Voilà, alors après, tu as continué à faire des écrits sur l'histoire et puis tu continues à t'occuper de La l'histoire. certification. Il avait emmené tout ce qu'il y avait dans ses ordinateurs, donc je me suis retrouvé sans rien, à 6 mois de la certification, et alors qu'il fallait lancer les nouvelles procédures, avec notamment donc les thèmes qu'il fallait, il y avait 28 thèmes à faire tourner dans les différents services. Ça marchait. Et donc, j'ai eu des gens qui n'étaient pas à l'origine des gens dévolus à la qualité, qui ont beaucoup donné et qui ont payé de leur personne pour arriver à ce que ça marche. Alors après, quand je suis parti, parce que le directeur, après m'avoir félicité, a dit il faut quand même que je nomme un directeur de la qualité. Et là, j'ai eu droit à une dame extrêmement jolie, mais qui était une catastrophe et qui m'a incité à prendre le large très rapidement. Et donc là, je me suis tourné vers notre travail. La conciliation. Hein? La conciliation. La conciliation, enfin, avec mon camarade Marc Decoux, qui était aussi conciliateur, et à deux. Donc on a eu grand plaisir à travailler pendant, de 2007 à 2001, pendant 12 ans à peu près. J'ai arrêté à la fin de l'année dernière, là encore, parce que l'atmosphère avait changé. On avait affaire à des directeurs des affaires juridiques, avec qui on s'entendait parfaitement. J'ai rarement vu des magistrats aussi ouverts
au médecin. Généralement, les magistrats bouffent du médecin comme il y en a d'autres qui bouffent du curé. Eh bien, là, on était extrêmement ouverts et on avait plaisir à travailler avec eux et leur demander conseil quand il fallait. Et j'ai eu 2 directeurs charmants tous les 2. Et le 3e, ça a été un peu différent. Là, elle a considéré que ça relevait de sa compétence en tant qu'affaire juridique. Elle a doublé le nombre de ses représentants, de délégués des affaires juridiques dans les différents services. Et on a constaté qu'on n'arrivait plus, on ne voyait plus arriver de demandes de conciliation. Parce qu'elle dérivait tout en amont. Et donc, je dis, c'est plus la peine de rester là. Et je suis parti. Bon, c'est tout, l'année dernière. Donc maintenant, j'ai tout le temps pour mes petits passe-temps de retraité. C'est-à-dire que j'ai écrit une quinzaine de livres, à peu près. Oui, une quinzaine de livres, philosophie, histoire... Histoire de la médecine aussi. Et je continue à enseigner, non pas à la faculté d'État, mais à la faculté catholique de Lille. Parce que Patrick Berge, qui était ici un doyen que tu connais bien, a été nommé directeur de l'Institut Pasteur de Lille. Et moi, j'avais bien connu parce que j'avais eu maille à partir avec lui à propos d'une nomination quand j'étais au CNU. Mais il n'aurait pas gardé de mauvais souvenirs. Et donc, quand à Pasteur, j'étais le voir, on y faisait on avait des réunions avec lui. Et puis il me dit, mais à Paris, j'ai créé un DU d'histoire de la médecine. C'est le seul en France. Est-ce que ce ne serait pas intéressant d'en créer un à Lille? On a dit oui, sûrement. Et donc, pris contact avec le doyen qui nous a envoyé sur un subalterne, lequel subalterne a mis 6 mois à nous recevoir. Et là, il a commencé par dire « Je vais vous expliquer ce que je fais ». Pendant une demi-heure, il nous a dit qu'il faisait de l'épistémologie, qu'il apprenait le latin et le grec aux étudiants en médecine de première année, avec un bouquin comme ça, avec d'un côté le latin, de l'autre côté le grec, et que donc, une histoire de la médecine, c'était de la vulgarisation, et que ça ne l'intéressait pas du tout. J'ai eu mère, j'ai cru qu'elle allait s'étrangler. Et donc, on dit donc, très bien, on se tombait. Et là-dessus, on en parle avec le doyen de la Cato, qui dit, ben nous, ça nous intéresse, on est prêt à le faire. Et donc, on a créé des DU à la Cato, et depuis 7-8 ans maintenant, je fais cours à ce DU. Sur Hippocrate, sur la médecine arabe, sur Paré, sur enfin beaucoup de choses. Ça c'est très bien. Mais raconte-nous un petit peu ce qui se passe sur le musée que vous aviez à Lille. Alors ce musée était débuté il y a 35 ans, avec notamment un garçon qui est il était intéressé dans le matériel du CHU, et donc il s'est intéressé à la préservation du patrimoine hospitalier. Et il a créé avec des collègues professeurs de médecine une association régionale des musées hospitaliers de Lille. Et on commençait à conserver le matériel, qui dans un premier temps a été conservé dans l'hospice Gantois. Je ne sais pas si vous connaissez l'hospice Gantois à Lille. C'est un bâtiment parfaitement conservé et qui a été bâti en 1460 par un dénommé Gantois, qui était un bourgeois, et qui est qui a 200 ans de moins que l'hospice Comtesse, que vous connaissez peut-être, mais qui est exactement dans le même style. Et donc, avec la salle des malades, la chapelle au fond de la salle des malades, oui, comme bien sûr. Des photos, hein. Oui.
Et donc, on avait, les malades avaient été quittés, parce que c'était quand même ancien, c'était plus apte à faire de la médecine dans ces locaux, qui étaient quand même de 1640, non, 1460, pardon. Et donc, on accumulait. Et peu de temps après, la direction du CHU a décrété qu'ils allaient céder les bâtiments à la mairie de Lille, et en bail amphithéotique, 99 ans. Et la mairie de Lille a décidé, elle, d'implanter un hôtel 5 étoiles. Donc, ce Spielgantois a été entièrement rénové et devenu quasiment le plus bel hôtel de Lille. Avec un spa maintenant à côté, etc. Tout. Magnifique. C'est très socialiste, finalement. Et donc, on a été prié de décahuter. On a été prié de décahuter et on a investi à ce moment-là le rez-de-chaussée de l'hôpital Calmette, qui était la réanimation pédiatrique, qui était partie dans l'hôpital mère-enfant. Et on a continué à accumuler le matériel, tous les respirateurs, loi MMS derrière toi, tous les respirateurs. Et moi, étant au département d'anesthésie, chaque fois qu'il y avait un matériel qui était mis à la réforme, musée. Et donc, c'est devenu trop petit, c'est quand même une surface considérable. Et on a obtenu de pouvoir utiliser une ancienne lingerie. On a été également mettre des objets, certains très lourds, comme un des premiers tomographes, énorme engin qui ne tiendrait pas en cette pièce. Et ici, relativement récemment, l'administration hospitalière nous a convoqués pour nous dire qu'il fallait déménager du rez-de-chaussée Calmette, puisque Calmette étant vidé de malades, ils allaient le rénover, et avec l'idée de faire un grand centre gériatrique. Alors on a dit bon, on va se rapatrier sur la lingerie, et on a demandé une extension des locaux de la lingerie qui aurait pu convenir. Et ils m'ont dit, ah non, la lingerie, vous pouvez le mettre à titre provisoire, éventuellement, mais tout à fait provisoire, parce qu'on veut que vous soyez partis d'ici la fin de l'année dernière. Mais là, on va la détruire pour faire un parking silo. Ah bon. Et donc, on n'avait plus rien, on n'avait plus où aller. Et on a des milliers d'objets, des milliers. Parce qu'on a eu des donations des hôpitaux de la région, de médecins qui partent en retraite, la veuve nous disait, voilà, il y avait une radio. Alors en radio, on a une quantité de choses aussi. Et alors on est comme maintenant, on est comme les oiseaux, ce ne sont même pas les oiseaux sur la branche, parce qu'on n'a pas de branche. Et donc on demande ce qu'on va devenir. Alors qu'il y a un patrimoine exceptionnel. Oui. Malheureusement, ton histoire est renouvelée dans beaucoup d'hôpitaux, notamment à Lyon, mais à l'assistance publique de Paris aussi, toi à Lille. Oui, donc à Lille, je suis officiellement retraité depuis le 2005, mais j'ai continué d'abord comme responsable de la qualité, parce que le responsable de qualité était parti 6 mois avant. Les musées, ça n'intéresse pas les dirigeants. On est allé partout. On est allé à la mairie de Lille, à la MEL, la métropole urbaine de Lille. On est allé au conseil général, on est allé au conseil régional, on est allé partout. J'ai reçu magnifiquement chaque fois par des gens qui nous comprenaient parfaitement, qui étaient à notre écoute. Mais quand on a dit, bon, mais vous avez quelque chose, on peut dire, non, vraiment, on n'a pas. Parce qu'un musée, c'est synonyme de gouffre financier. Bien. Merci de cet entretien qui était remarquable. J'ai appris beaucoup de choses sur l'enseignement en Europe et j'espère que tous ceux qui verront cet entretien s'en souviendront.
Merci. Merci. Merci à toi de m'avoir permis d'exprimer, puis peut-être... bon.